Au nom de Dieu, salutations victorieuses célestes. La ponérologie politique, étude de la genèse du mal appliqué à des fins politiques, ouvrage de Andrew Lobach-Zerwinski. Le premier manuscrit de cet ouvrage a été jeté au feu 5 minutes avant l'arrivée de la police secrète en Pologne communiste. Le deuxième, rassemblé péniblement par des scientifiques travaillant dans des conditions quasiment invivables de répression, a été envoyé par l'intermédiaire d'un messager au Vatican. Aucun accusé de réception n'a été transmis. Aucun signe de vie n'a été reçu du messager. Le manuscrit et tous ses précieux données étaient perdus. Le troisième manuscrit a été produit dans les années 1980, après la fuite en Amérique de l'un des scientifiques qui avait collaboré au projet. Zbigniew Brzezinski l'a supprimé aux États-Unis. Tentative d'analyse psychiatrique de cette fabrique de psychopathes qu'est l'Occident démocratique, particulièrement applicable à cet asile à ciel ouvert qu'est l'Hexagone. Préface de l'auteur. Aspire à être comme le mont Fuji, comme une base si large et solide que le plus fort des tremblements de terre ne pourra t'ébranler, et si grand que la plus grande des entreprises des hommes ordinaires te paraîtra insignifiante de plus haut de la perspective. Si ton esprit peut s'élever aussi haut que le mont Fuji, tu verras toutes choses très clairement. Tu pourras percevoir toutes les forces qui mettent en place les événements, et pas seulement celles qui président à ce qui se passe près de toi. Miyamoto Musashi. Le livre que vous avez dans les mains peut être l'ouvrage le plus important que vous lirez jamais. En fait, il le sera, peu importe qui vous êtes, votre situation dans la vie, votre âge, votre sexe, votre nationalité ou votre origine ethnique. À un moment de votre vie, il vous arrivera de ressentir la main glacée ou la griffe du mal. C'est un fait avéré que des choses désagréables arrivent à de bons gens. Qu'est-ce que le mal? Historiquement parlant, la question du mal a toujours fait partie du domaine de la théologie. Des générations et des générations de théologiens ont écrit des bibliothèques entières de livres pour tenter de convaincre leurs lecteurs de l'existence d'un Dieu bon, ayant créé un monde imparfait. Saint Augustin a fait distinction entre deux hommes de mal, le mal moral, celui qui est commis par choix par des humains qui savent ce qu'ils font, et le mal naturel, c'est-à-dire les choses déplaisantes qui surviennent comme les tempêtes, inondations, éruptions volcaniques, maladies mortelles, etc. Et puis, il y a ce que Andrew Lobach-Zerwinski appelle le mal macrosocial, le mal sur grande échelle qui affecte des sociétés et des nations entières, et qui le fait depuis des temps immémoriaux. Vu objectivement, l'histoire de l'humanité est une chose terrible. La mort et l'anéantissement sont le lot de tous, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, jeunes et vieux, bons et méchants, avec un arbitraire et une insouciance qui, on le voit bien, peuvent détruire à jamais la capacité de fonctionnement de toute personne normale. Sans trêve, l'homme a vu ses champs et ses troupeaux détruits par la sécheresse ou la maladie. Ces êtres chers tourmentés et décimés par la maladie ou la cruauté humaine, le travail de toute une vie réduit à néant en un instant par des événements échappant à son contrôle. L'étude de l'histoire par le biais de ces diverses disciplines offre une vue de l'humanité qui est quasiment insupportable. Les rapines de tribus affamées envahissant, conquérant et détruisant dans les ténèbres de la préhistoire, les barbares envahissant le monde civilisé pendant le Moyen-Âge,
Les sanglantes croisades menées par l'Europe catholique contre les infidèles du Moyen-Orient et ensuite contre les infidèles qui étaient leurs propres frères. La terreur de l'Inquisition au cours de laquelle les martyrs ont éteint les bûchers de leur propre sang, et puis aussi les furieux holocaustes des génocides modernes, les guerres, les famines, les terribles épidémies parcourant le globe dans leurs bottes de 7 lieues, et plus terribles aujourd'hui que jamais auparavant. Toutes ces choses produisent un intolérable sentiment d'impuissance devant ce que Mircea Eliade nomme la terreur de l'histoire. Certains diront que tout cela c'est du passé, que l'humanité est entrée dans une nouvelle phase, que les sciences et les technologies vont bientôt nous permettre de mettre fin à toute cette souffrance. Beaucoup croient que l'homme est en train d'évoluer, que la société évolue, et qu'à présent nous sommes à même de contrôler le mal arbitraire qui affecte notre environnement, ou du moins que nous le serons quand George Bush et sa bande auront fini avec leur éternelle guerre contre la terreur. Tout ce qui ne vient pas à l'appui de cette idée est réinterprété ou ignoré. Les sciences nous ont offert bien de choses merveilleuses. Les programmes spatiaux, le laser, la télévision, la pénicilline, les sulfamides et tout un tas de choses utiles qui devraient rendre notre vie plus supportable ou fructueuse. Mais nous voyons bien que ce n'est pas le cas. On pourrait même dire que jamais l'homme ne s'est trouvé en position aussi précaire, aussi proche de la destruction totale. Sur le plan personnel, notre vie se détériore sans cesse. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons sont pollués presque au-delà du supportable. Nos aliments sont bourrés de substances qui contribuent bien peu à nous nourrir et nuisent au contraire à notre santé. Le stress et la tension font à présent partie de notre vie et il est prouvé qu'ils ont tué davantage de gens que les cigarettes fumées justement pour relâcher cette tension. Nous avalons d'innombrables pilules pour nous éveiller, pour nous endormir, pour pouvoir faire notre travail, pour nous calmer les nerfs, pour nous sentir bien. Les habitants de la planète dépensent davantage d'argent en drogue, de confort qu'en logement, habillement, nourriture, éducation ou autres produits et services. Au niveau social, la haine, l'envie, la convoitise et la discorde se multiplient exponentiellement. Le crime augmente plus vite que la pollution du fait des gens, insurrections et purges politiques. Des millions et des millions de gens partout sur le globe se retrouvent sans nourriture ni abri. Il y a bien sûr des sécheresses, disettes, maladies et désastres naturels qui prélèvent leur part de vie humaine et de souffrance. Tout cela aussi semble augmenter. L'homme qui regarde l'histoire telle qu'elle est bien forcé de réaliser qu'il se trouve pris dans l'étau d'une existence où il ne trouve ni compassion ni souci de ses souffrances. Sans cesse, les mêmes souffrances fondent sur l'humanité, multipliées par des millions et des millions de fils des millénaires. La totalité des souffrances humaines est une chose terrible. Je pourrais écrire jusqu'à la fin des temps utilisant des océans d'encre et des forêts de papier sans parvenir à traduire cette terreur. La bête de la calamité arbitraire a toujours été parmi nous. Dès que le cœur de l'homme s'est mis à pomper du sang chaud et à le faire circuler dans son corps fragile, dès qu'il a commencé à briller de la douceur ineffable de la vie, à aspirer à tout ce qui est beau et bon et aimant, la bête, ricanante, bavante, épiante et intrigante du mal brute s'est mise à se lécher les babines, à l'idée de son prochain festin de terreur et de souffrance. Ce mystère de la condition humaine, cette malédiction de Caïn existe depuis le commencement des temps.
Et depuis, ce cri a retenti en tout lieu. Mon châtiment est plus grand que mes forces. La conjoncture est que dans les temps anciens, lorsque l'homme a commencé à prendre conscience des intolérables et incompréhensibles conditions de son existence, il a créé des cosmogonies pour justifier toutes les cruautés, aberrations et tragédies de l'histoire. Il est vrai qu'en règle générale, l'homme est sans défense, comme les catastrophes comiques ou géologiques. Et pendant longtemps, il a été dit que l'homme moyen ne peut rien contre les massacres militaires, les injustices sociales, les mauvaises fortunes personnelles et familiales et les innombrables attaques en tout genre menées contre son existence. La situation est en train de changer. Le livre que vous tenez entre vos mains va vous donner des réponses à de nombreuses questions sur le mal dans notre monde. Ce livre ne parle pas seulement du mal macrosocial, il parle aussi du mal quotidien, parce que tous les deux sont littéralement inséparables. L'accumulation à long terme du mal de tous les jours conduit inévitablement au grand mal systémique qui détruit plus d'innocents que n'importe quel autre phénomène sur cette planète. Ce livre est aussi un manuel de survie. Comme je l'ai écrit plus haut, c'est l'ouvrage le plus important que vous lirez jamais, à moins naturellement que vous ne soyez vous-même un psychopathe. Vous me demanderez qu'est-ce que la psychopathie a à voir avec le mal individuel ou social. Je vous répondrai absolument tout. Que vous le sachiez ou non, tous les jours de votre vie sont influencés par les effets de la psychopathie sur notre monde. Vous allez bientôt apprendre que même si nous ne pouvons pas faire grand-chose pour éviter les catastrophes géologiques et cosmologiques, nous pouvons beaucoup par rapport au mal social et au macro-social. Et la première des choses à faire, c'est d'apprendre tout ce qu'il est possible à ce sujet en ce qui concerne la psychopathie et ses effets sur notre monde. Ce que vous ne savez pas peut vous nuire et vous nuira en effet. De nos jours, le mot psychopathe évoque généralement le terrible et cependant étonnamment policé, tueur, fou en série, le docteur Hannibal Lecter du Silence des agneaux. Je dois admettre que cette image qui m'est venue à l'esprit les premières fois que j'ai entendu prononcer ce mot, presque à chaque fois, disons. Cependant, je dois avouer que jamais je n'avais pensé qu'un psychopathe pouvait être aussi cultivé ou passer pour normal. Mais j'avais tort, et j'allais apprendre cette leçon très péniblement par l'existence directe. Les détails ont été donnés ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette expérience a probablement été un des épisodes les plus douloureux et instructifs de ma vie. Et elle m'a permis de surmonter un blocage de ma prise de conscience du monde qui m'entoure et de ce qui y habite. En ce qui concerne les blocages de prise de conscience, je dois dire pour votre information que j'ai passé 30 années à étudier la psychologie, l'histoire des cultures, les religions, les mythes et ce qu'on appelle généralement le paranormal. J'ai aussi travaillé pendant de nombreuses années en appliquant l'hypnothérapie, ce qui m'a donné une très bonne connaissance pratique de la façon dont fonctionne le mental, cerveau humain au niveau les plus profonds. Même ainsi, je fonctionnais avec certaines convictions fermement ancrées et qui ont volé en éclats quand j'ai approfondi mes recherches en psychopathie. J'ai réalisé que certaines des idées que je me faisais sur l'humanité étaient sacro-saintes et fausses. J'ai même écrit à ce sujet. Mes travaux m'ont montré que la grande majorité des gens veulent bien faire, vivre de belles choses, avoir de belles pensées et prendre des décisions qui auront de bons résultats. Et ils essaient de toute leur force.
Mais si la majorité des gens ont en eux ce désir, pourquoi diable cela ne marche-t-il pas? J'étais naïve, je l'admets. J'ignorais bien des choses que j'ai apprises depuis que j'ai écrit ces mots. Mais même à cette époque, j'avais bien conscience que notre mental peut être manipulé de la façon à nous tromper. Alors, quelles étaient les convictions qui ont fait de moi la victime d'un psychopathe? Eh bien, la première et la plus évidente est que j'étais convaincu que toutes les choses sont fondamentalement bons et qui veulent bien faire, vivre de belles choses, avoir de belles pensées et prendre des décisions qui auront de bons résultats et qu'ils s'y essaient de toute leur force. Et ce fait que ce n'est pas le cas, ainsi que moi-même et tous ceux qui faisaient partie de notre groupe de recherche l'avons appris à nos dépens, mais nous l'avons aussi appris pour notre édification, pour pouvoir comprendre un peu quelle sorte d'humains peuvent faire ce qui m'a été fait à moi et d'autres qui me sont proches, et ce qui les motive ou les pousse même à se comporter de cette manière. Nous avons cherché des pistes dans la littérature concernant la psychologie, car il nous fallait comprendre pour la paix de notre esprit. S'il existe une théorie psychologique qui peut expliquer un comportement vicieux et blessant, il est très utile à la victime de tel acte de disposer de ces informations, car ainsi elle ne restera pas trop longtemps blessée ou en colère. Il est certain que s'il existe une théorie psychologique qui peut aider une personne à trouver des mots ou accomplir des actions qui peuvent combler le fossé séparant les gens, qui peuvent dissiper les malentendus, cela est aussi louable. C'est dans cette perspective que nous avons entrepris notre long travail de recherche sur le narcissisme qui a ensuite mené à l'étude des psychopathies. Bien sûr, nous n'avons pas dès le départ établi un diagnostic ou mis une étiquette sur ce que nous observions. Nous avons commencé par les observations et avons cherché dans la littérature existante des indices, des profils qui pourraient nous aider à comprendre le monde intérieur de l'être humain. En fait, un groupe qui paraissait si dépravé et différent de tout ce que nous avions rencontré auparavant. Nous avons trouvé que cette espèce d'humain est malheureusement très répandue et que d'après les dernières recherches, il cause plus de dégâts dans la société humaine que tous les autres malades mentaux. Martha Stout, qui a beaucoup travaillé avec les victimes de psychopathes, écrit: imaginez, si vous le pouvez, que vous n'avez pas de conscience, aucun sentiment de culpabilité ou de remords, quoi que vous fassiez, aucun souci des autres qui vous restreignent dans ce que vous faites à des étrangers, des amis ou même des membres de votre famille. Imaginez que vous n'avez jamais de votre vie éprouvé de honte, quelque égoïste, négligente, dommageable ou immorale qu'ait été votre action, et faites comme si le concept des responsabilités vous était inconnu, sauf considéré comme une charge que les autres paraissent accepter sans la mettre en question comme de pauvres imbéciles. Ajoutez maintenant à cet ouvrage fantasme la faculté de dissimuler aux autres que votre composition psychologique est radicalement différente de la leur, puisque tout le monde suppose simplement que la connaissance est universelle chez les humains. Dissimuler le fait que vous êtes dépourvu de conscience ne demande pratiquement aucun effort. Vous n'êtes retenu dans aucun de vos désirs par la culpabilité ou par la honte, et vous n'êtes jamais mis en face de votre froideur par personne. L'eau glacée qui coule dans vos veines est tellement bizarre, tellement
en dehors de leur expérience personnelle, qui parviennent même très rarement à soupçonner votre état. Autrement dit, vous êtes complètement libre de toute contrainte intérieure et votre liberté totale de faire exactement ce qui vous plaît, sans aucun remords et confortablement invisible pour le monde. Vous pouvez faire n'importe quoi et cependant votre étrange avantage sur la majorité des gens ne sera très probablement jamais découvert. Comment allez-vous vivre votre vie? Qu'allez-vous faire de votre énorme avantage secret et de son handicap corollaire, la conscience des autres? La réponse dépend en grande partie de ce que vous désirez voir se produire, car tous les gens ne sont pas pareils. Même ceux qui n'ont aucun scrupule ne sont pas tous pareils. Certains, qu'ils aient ou non une conscience, choisissent l'inertie tendue, tandis que d'autres ont plein de rêves et d'ambitions. Certains humains sont brillants et talentueux, d'autres ont l'esprit médiocre, et la plupart, qu'ils aient ou non une conscience, sont entre les deux. Il y a des gens violents et des non-violents, des individus poussés par l'attrait du sang et d'autres qui n'ont pas cet appétit. Si aucune force ne vous retient, vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous êtes né au bon moment, que vous disposez d'une fortune familiale, si vous avez un certain talent pour faire monter chez les autres la haine et le sentiment de privation, vous parviendrez à faire tuer un grand nombre de gens sans méfiance. Avec assez d'argent, vous pouvez accomplir tout cela à distance. Vous pouvez rester tranquillement assis dans votre fauteuil et satisfaire, regarder ce qui se passe. Fou et effrayant et réel chez environ 4% de la population. Le taux général d'anorexie est estimé à 3,43%, pratiquement épidémique. Et cependant, ce chiffre est un peu inférieur à celui des personnalités antisociales. Les troubles à profit haut, classés comme schizophrénie, affectent environ 1% seulement de la population, un quart de taux des personnalités antisociales, et les centres de contrôle et prévention des maladies estimaient que le taux de cancer du côlon aux USA ont considéré comme très préoccupant, concernant environ 40 personnes sur 100 000, c'est-à-dire 100 fois moins que le taux de personnalité antisociale. La grande incidence des sociopathies sur la société affecte profondément tous ceux qui doivent vivre aussi sur cette planète, y compris ceux qui n'ont pas été diagnostiqués comme helléniquement traumatisés. Les individus qui constituent ces 4% présents sur nos relations, nos comptes bancaires, notre confiance en vous et notre paix. Néanmoins, il est surprenant de constater que la plupart des gens ne savent rien de ces troubles, ou bien ils ne les voient que comme des psychopathies violentes dues à des meurtriers, des tueurs en série, des meurtres collectifs, bref, des gens qui ont indubitablement violé les lois et qui sont emprisonnés quand ils sont appréhendés ou même condamnés à mort par notre système légal. Nous ignorons et sommes habituellement incapables d'identifier le grand nombre de sociopathes non violents parmi nous, les gens qui souvent ne contreviennent pas de manière flagrante aux lois en vigueur et contre lesquelles notre système judiciaire offre peu de défense. La plupart d'entre nous sont incapables d'imaginer une correspondance quelconque entre le fait de concevoir un génocide ethnique et, disons, un mensonge éhonté fait à un patron au sujet d'un collègue. Mais la correspondance psychologique ne s'arrête pas là. Elle est effrayante. Le lien simple et profond est l'absence d'un mécanisme intérieur qui nous rappelle à l'ordre. Émotionnellement parlant, lorsque nous faisons un choix que nous voyons comme immoral, non éthique,
négligents ou égoïstes. La plupart d'entre nous se sentent légèrement coupables quand ils s'emparent en douce du dernier morceau du gâteau dans la cuisine, sans compter ce que nous ressentirions si nous entreprenions de blesser intentionnellement et méthodiquement notre prochain. Ceux qui n'ont pas de conscience de toute forme, un groupe en soi qui rassemble tous les tyrans homicides que les simples marginaux de la société sans scrupules. La présence ou l'absence de conscience divise profondément les humains, bien plus que les différences d'intelligence, de race ou même de sexe, ce qui différencie le sociopathe qui vit du travail des autres de celui qui vole à l'occasion dans un supermarché ou de celui qui est voleur avéré, de ce qu'il fait la différence entre un tourmenteur ordinaire et un meurtrier sociopathe n'est rien d'autre que le statut social, la motivation, l'intellect, la soif de sang ou la simple opportunité. Ce qui distingue tous ces gens des auteurs est un véritable trou dans la psyché, là où il devrait y avoir les plus évolués de toutes les fonctions qui font l'humain. Nous ne connaissons pas le livre du docteur Stout au début de notre projet de recherche. Nous disposons, il est vrai, des ouvrages écrits par Robert Hart, Hervé Klee, Gun Buin, Kreng et d'autres encore. Mais il traite seulement du grand nombre probable de psychopathes qui vivent parmi nous sans jamais être pris en flagrant délit de contrevenir aux lois, qui n'assassinent pas, ou s'ils ont pris et ne sont pas inquiets, et qui nuisent cependant impunément à leur famille, à leurs connaissances et aussi à des personnes qui leur sont étranges. La majorité des experts en maladie mentale se sont longtemps basés sur l'hypothèse que les psychopathes proviennent de milieux défavorisés, ont été maltraités d'une façon ou l'autre dans l'enfance, de sorte qu'il devrait être facile de les repérer, ou du moins qu'ils ne devraient pas faire partie de la société. Cette idée a sérieusement été révisée ces derniers temps, ainsi que le souligne Lobachzewski dans son ouvrage. Il y a une certaine confusion entre psychopathie, personnalité antisociale et sociopathie. Comme l'a dit Robert Hart, certes, de nombreux psychopathes sont aussi antisociaux, mais il paraît bien y en avoir infiniment plus qui n'auraient jamais auparavant été considérés comme antisociaux ou sociopathes. Autrement dit, ce sont aussi bien des médecins, juristes, juges, policiers, membres du Congrès ou présidents de sociétés qui volent les pauvres pour donner aux riches, et même des présidents. Dans un récent article, il est suggéré que les psychopathies existent sans doute dans la société ordinaire en pourcentage beaucoup plus important que l'on l'a pensé jusqu'ici. Les psychopathies telles qu'à l'origine conçues par Claire en 1941 ne sont pas limitées à des actes illégaux, mais celles englobant des caractéristiques de personnalité telles que la manipulation, l'insincérité, l'égocentrisme et l'absence de sentiment de culpabilité, caractéristiques clairement présents chez les criminels, mais aussi chez les conjoints, des parents, des patrons, des avocats, des politiciens et des directeurs de sociétés, pour n'en énumérer que quelques-uns. Burstein en 1973, Stewart en 1991, notre propre étude de la présence de psychopathie au sein d'une population universitaire a montré que sans doute 5% au moins de cet échantillon pouvait être considéré comme psychopathe et que la grande majorité de ces psychopathes est masculine, plus d'un homme sur 10 par rapport à environ une femme sur 100. Vu de cette façon, les psychopathies peuvent être considérées comme impliquant une tendance à la domination et à la froideur. Win Jian
1995 dans son résumé des nombreuses découvertes faites jusque-là, indique que ces individus sont prompts à la colère et à l'irritation et ont tendance à exploiter leur entourage. Ils sont arrogants, manipulateurs, cyniques, exhibitionnistes, amateurs de sensations fortes, machiavéliques, revanchards et en recherche de leur propre profit en ce qui concerne leur modèle d'échanges sociaux, FOA et FOA 1974, ils s'attribuent à eux-mêmes amour et importance, se voient comme très estimables et importants, mais n'accordent ni amour ni importance aux autres, qu'ils voient d'ailleurs comme sans valeur ni importance. Cette caractérisation adhère clairement à l'essence des psychopathies communément décrites. La présente investigation a cherché à répondre à certaines questions fondamentales concernant la structure des psychopathies dans un cadre non judiciaire. Ce faisant, nous sommes revenus à ce qu'affirme Tchekl à l'origine 1941, c'est-à-dire que la psychopathie est un style de personnalité, non pas seulement chez les criminels, mais aussi chez les individus qui ont réussi au sein de la communauté. Ce qui apparaît clairement de ce que nous avons découvert est que les mesures de psychopathie ont convergé vers un prototype de psychopathie impliquant une combinaison de traits interpersonnels, de domination et de froideur. La psychopathie apparaît dans la communauté et dans une mesure plus importante que ce qui était attendu. Les psychopathies ne semblent pas vraiment se superposer aux troubles de la personnalité autres que les troubles antisociaux. Beaucoup de travail reste manifestement à faire dans la reconnaissance des facteurs qui différencient le psychopathe qui se conforme aux lois, mais peut-être pas à la morale, de celui que ne s'y conforme pas. Une telle recherche devra indubitablement se fonder davantage sur un échantillonnage non judiciaire que ce ne l'a été fait par le passé. Lobach-Zewski tient compte du fait qu'il existe différents types de psychopathes. Le type le plus dangereux est le psychopathe essentiel et ne nous donne pas de checklist, mais nous dit ce qu'il y a à l'intérieur d'un psychopathe. Sa description épouse totalement les éléments donnés dans l'article précité. Mata Stout affirme aussi que les psychopathes, comme n'importe qui, naissent avec des goûts et inversions différents. C'est pourquoi certains sont médecins ou présidents, d'autres des petits voleurs ou des violeurs. Aimables, charmants, intelligents, éveillés, impressionnants, aspirant la confiance et très appréciés des dames. Voilà comment Hervé Cleckley a décrit la plupart de ces sujets dans The Mask of Sanity. Il semble que, en dépit du fait que leur acte les dénonce comme irresponsables et autodestructeurs, les psychopathes aient en abondance les traits les plus convoités parmi les personnes normales. L'affirmation de soi en douceur agit presque comme un aimant surnaturel sur les gens normaux qui ont lu des livres sur la confiance en soi ou qui consultent afin de pouvoir interagir sans difficulté avec leurs semblables. Le psychopathe, au contraire, n'a jamais de névrose, pas de doute existentiel, jamais d'angoisse. Il est ce que les gens normaux aspirent à être. Plus fort encore, même quand ils ne sont pas follement séduisants, ils attirent comme des aimants. L'hypothèse fondamentale de Tchekl est que les psychopathes souffrent d'un déficit affectif profond et incurable. S'il ressent vraiment quelque chose, ce sont des émotions très superficielles. Il est capable de faire tout ce qu'il veut suivant son caprice du moment parce que des conséquences qui rempliraient de honte, de dégoût de soi, d'embarras, un homme ordinaire n'affecte simplement pas du tout le psychopathe. Ce qui pour d'autres serait horreur ou désastre n'est pour lui qu'inconvénient passager.
Checkley postule que les psychopathies sont très répandues dans la communauté dans son ensemble. Ces cas incluent des exemples